de rien, tu passes quand même énormément de temps au boulot. Et je te dis, bon, c'est ça quoi, c'est ça le bail quoi, ce sera d'aller manger le midi, reparler des mêmes sujets techniques. Enfin, il y avait une certaine répétition qui commençait un peu à me déranger quoi. Voilà. J'ai eu un non catégorique et ouais, catégorique. Je n'aurais pas d'autres qualificatifs catégoriques que de mes RH qui m'ont dit que je n'aurais pas de rupture conventionnelle et que ça ne se faisait pas la rupture conventionnelle et que si je voulais partir, je n'ai qu'à démissionner. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ursule. Ursule, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de salariés, est passée par cette phase de questionnement où elle se demandait qu'est-ce qu'elle veut faire pour le reste de sa vie, est-ce qu'elle se plaît dans son métier actuel, est-ce qu'elle veut changer, comment est-ce qu'elle va s'y prendre. Enfin, vous l'avez compris, elle est passée par cette phase où on ne sait plus trop quelle direction professionnelle prendre. Et pourtant, elle a réussi à traverser cette période et aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Elle a choisi de partager son expérience avec nous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Petite pause. YouTube m'indique que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la chaîne sans vous abonner. Alors, si Résonance vous parle, vous aide ou vous fait tout simplement du bien, le meilleur moyen de soutenir le projet, c'est de vous abonner à la chaîne. Cela envoie le signal à l'algorithme que le contenu plaît et qu'il peut être recommandé à de plus en plus de personnes. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci. Bonjour Ursule. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir été invitée sur le podcast. Merci beaucoup. Oui, écoute, ça fait plaisir. Je suis contente aussi de te recevoir. Sur Résonance, on a un rituel. Ok. C'est de compléter une phrase. Waouh. Ok. La phrase est dit ceci: je me sens moins seule quand. Alors, je me sens moins seule quand je suis entourée de personnes que j'aime. Je me sens moins seule quand je peux rire aux éclats avec des personnes. Je me sens effectivement pas seule, ouais. Du moins moins seule. Ouais. Merci pour la réponse. Ok, Ursule, on va commencer. Yes. Par la base. Ok. C'est déjà de te connaître. Ok. Donc, est-ce que tu peux te présenter à nous dire qui tu es? Alors, brièvement, je m'appelle Ursule. J'ai 32 ans. Voilà, je suis une jeune maman. Voilà, une femme, une épouse, comme on dit, une amie, une grande sœur. Je fais partie d'une grande fratrie. Voilà, on est 4 au total. Mais voilà, la grande famille, on va dire, africaine, dans laquelle j'évolue au quotidien, donc tu parlais un peu de ton rituel, mais finalement c'est eux qui me nourrissent au quotidien et qui me portent au quotidien. Et effectivement, je tiens un cabinet de gestion de patrimoine sur Paris aujourd'hui depuis quelques années. Et puis voilà, je suis joyeuse, généreuse, j'aime la vie, ça voilà. Se voit. Non, ça se voit et c'est très contagieux. Ah bah écoute, c'est l'idée. Ouais. Aujourd'hui, tu tiens un cabinet en gestion de patrimoine, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que tu fais comme étude? Et ensuite, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir ce besoin ou cette envie de faire une transition et de changer carrément de parcours? De parcours, ouais. Alors, c'est vrai qu'historiquement, je ne viens pas du tout de l'univers des investissements, des assurances, de l'immobilier, etc. J'ai fait une formation initiale en ingénierie, comme tu le disais. Donc, je suis ingénieure aéronautique de formation. J'ai fait mes études à Toulouse, à Super Héros. Un parcours académique
sans grande difficulté, hein. Franchement, j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà, Voilà, la bonne élève. Vraiment, j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé de faire. Mm. Et ce parcours, franchement, il m'a aussi beaucoup forgé. Parce que certes, c'est plus une activité que j'exerce aujourd'hui, Oui. mais tout le parcours, que ce soit de la formation, même mon activité professionnelle avant, ça a été l'occasion pour moi de forger pas mal de choses, quoi. Oui. Voilà, une capacité d'analyse, une capacité à mener de front parfois plusieurs choses en même temps. Et puis ça a été aussi l'occasion de rencontrer de très belles personnes aujourd'hui, et je ne changerai pour rien au monde mon parcours, quoi, pour le coup. De très très bons amis jusqu'à présent que j'ai rencontrés chemin faisant. Mais c'est vrai que j'ai fait tout ce qui était mathématiques, mécanique, physique quantique, électromagnétique, etc. Ouais. Voilà. Quand je te dis ça, ça me Non, ça revient encore, si, voilà. Moi aussi, tu vois, ça me fait, ça me donne des souvenirs. Exactement. Mais ouais. Donc j'ai fait ce parcours d'ingénieur aéronautique. J'ai fait pendant ma scolarité aussi une année de césure. Une année de césure où j'ai fait le choix d'aller en entreprise pendant cette année de césure-là. Donc j'ai fait principalement l'étranger. J'avais fait 6 mois en Angleterre et 6 mois aux États-Unis. Voilà, dans l'opportunité du coup de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes, etc. Donc ça, c'était bien. Et puis quand je suis revenue, après, diplôme en poche. C'est en quelle année ton diplôme ? Alors j'ai eu mon diplôme en 2017. Voilà, en fin 2017. Et donc j'ai démarré le travail en janvier 2018. Voilà, dans une boîte de la place. Et donc je faisais mon métro boulot dodo de la maison à la Défense à l'époque. Voilà. Et donc j'ai évolué comme ça en tant qu'ingénieur. J'ai fait des études, pas des études cette fois-ci, j'ai exercé comme ingénieur. Donc j'ai fait du calcul de structure sur centrales nucléaires. Et puis voilà, pareil, hein, ça a été de très belles années, hein, de très très belles années, de super amis que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui, une équipe de management aussi au top, tu vois. Donc non, c'était bien. Mais ça a été ça finalement le premier parcours, le premier leg de mon parcours professionnel. Voilà. Il n'y a que du positif finalement, tu vois, dans ce que tu dis. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences. Et un environnement aussi top. Ouais, c'est vrai. Et pourtant ouais. Je me suis cassée. C'est ça, tu t'es cassée. Et d'aucuns diront, mais pourquoi ? Ouais. Pourquoi ? À quel moment est-ce que tu te dis, tout ce qu'il y a de beau autour de moi, là, non, c'est plus pour moi, je vais aller... C'est quoi le point de bascule ? Alors, je sais pas s'il y a eu un point de bascule en particulier, mais je pense que c'est une succession un peu de déclics. Une succession continue de déclics. Mais c'est vrai que sur le papier, c'était bien. Enfin, franchement, comme je te disais, l'environnement, pour moi, c'est important. C'était un très bel environnement. On arrivait à... On était bien, on était un petit groupe, etc. Ça se passait bien. Je dirais pas que j'étais la personne la mieux payée, parce qu'on peut toujours être mieux payé, voilà. Mais je n'étais pas à plaindre, pour le coup. Par rapport d'un point de vue de salaire, par rapport à l'activité que je menais. Mais c'est vrai que à un moment donné, on se pose la question de voilà, ça y est, tu as fait toutes ces études-là, tu es à ce poste-là, tu te projettes, voilà, tu te projettes. Puis en entreprise, je sais pas comment est-ce que c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, en entreprise, c'est quand on fait de la technique, on faisait de la technique comme moi, c'était soit tu te spécialises sur tout ce qui est technique, donc dans la voie de l'expertise, soit tu vas sur tout ce qui est un peu management d'équipe, voilà, soit tu allais sur tout ce qui était un peu gestion de projet, etc. Alors moi, je me voyais pas du tout manager, mais c'est paradoxal parce que tout le monde, les gens qui me connaissent, ont toujours su que j'ai toujours dit que je voulais être CEO d'une boîte du CAC 40, et techniquement c'est du management, mais je me voyais pas, quand je voyais le management autour de moi, je me voyais pas du tout être dans la peau de mes chefs, quoi, pour le coup. Pourtant tu disais que c'était bien l'expérience avec eux. Mais je pense que c'est parce que mais tu vois, il y avait quand même tout ce qui gérait, comme les entretiens de fin d'année, le fait de dire non à des augmentations de salaire, ça devait pas être très sympa pour eux. Je sais pas, le fait d'être... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de pression aussi, de pression du résultat, pression qui pouvait pas forcément
répercuter sur les équipes parce que sinon ça peut avoir un effet un peu contre-productif, tu vois. Donc il y a un peu ce truc où tu es entre deux feux. Tu as d'un côté tu as ton management encore plus haut qui te met une pression et en face tu as aussi des équipes qui ont leur réalité, etc. Et je trouvais que non, ça me faisait pas rêver plus que ça en fait, mais vraiment pas. Du coup, oui. Donc, Ouais, c'était en contradiction avec ce à quoi tu aspirais. Ce à quoi j'aspirais, exactement. Je voyais quelque chose, en fait, quand moi je voyais ce poste de CEO, je voyais quelque chose où on est en plus une vision, où peut-être c'est très à l'américaine, hein, parce que peut-être que j'ai été biberonnée au film américain et en fait, c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Mais je voyais, voilà, un poste dans lequel tu as en plus une vision, tu as des échanges constructifs, où on va vraiment dans la même direction, où voilà, c'est challengeant et on peut s'amuser et on peut avoir aussi parfois aussi cet équilibre vie pro, vie perso. On peut beaucoup bosser, mais c'est pas le travail, quoi, tu vois. Donc voilà, des petites incompatibilités comme ça qui sont remontées. Et donc pour moi, le management, je ne me voyais pas du tout continuer dans cette voie de management-là. De même, autant j'avais beaucoup aimé mon parcours académique, autant me spécialiser dans tout ce qui était expertise technique, c'était pas pour moi, voilà. Surtout pas comment c'était dépeint, j'avais pas cette fibre là, hein, clairement, je ne suis pas en train de blâmer, je n'avais pas cette fibre technique là et j'avais pas envie de l'explorer davantage. Et le management de projet, c'est un peu ce que j'avais voulu faire moi à l'époque avant de partir. C'était bien, mais voilà, je sais pas comment dire, mais je me suis pas retrouvée en fait dans ces voies-là. Mais tu avais déjà une expertise technique. Qu'est-ce qui fait que tu dis que tu n'étais pas attirée par l'idée d'être encore plus expert dans le domaine? Dans ce domaine-là. Ben, je pense que c'était déjà un peu ce que ça projetait. Tu vois, le fait d'être experte dans mon entreprise de l'époque. C'était, tu vois, il y en avait quelques-uns comme ça dans l'entreprise, hein, des experts. Alors moi, quand on me dit va comme ça, je commence d'abord par regarder c'est qui le plus fort, entre guillemets, pour voir où est-ce que je peux me projeter au maximum, tu vois. Okay. Et tu vois, des experts, dans notre jargon, on appelait ça des experts niveau 3, il y en avait peut-être 3-4. C'était voilà, c'était des grands Manitou un peu, tu vois. Qui avaient évidemment qui avaient leur expertise technique, quoi. C'est des mecs qui ont fait quand je dis c'est des mecs, c'est littéralement des mecs qui avaient peut-être à l'époque peut-être une femme à ce moment-là, mais c'était évidemment principalement des hommes et qui ont fait ça depuis toujours, etc., qui mangent du nucléaire certainement matin, midi, soir. Et je trouvais obnubilée par ça, en fait. Ce truc-là, voilà, j'avais cette impression, alors que peut-être que c'était pas du tout ça, mais vu de l'extérieur, c'est comme ça que moi je l'interprétais, tu vois. Des personnes qui faisaient que ça, qui étaient un peu comme... j'ai pas envie de dire ermite parce que pour le coup j'en connaissais un qui était très ouvert, très sociable, etc. Mais c'était vraiment toujours sur des dossiers un peu très compliqués, des dossiers un peu impossibles, où tu vois par la théorie, par la technique, il faut quand même réussir à valider des choses, etc. Ça me donnait pas envie, tu vois. D'autant plus que tu vois, il y a toujours un peu la transition, hein, quand tu quittes de l'école à la transition école-entreprise, où tu te rends compte que franchement, on a quand même fait des choses bien poussées en école, hein, techniquement. Et puis tu arrives en entreprise, j'ai pas envie de minimiser ce que tu fais en entreprise, mais c'est tellement terre à terre en réalité que je sais pas pourquoi tu te retrouves qu'à faire des simulations sur un fichier de calcul, quoi. Donc évidemment il y a toujours besoin de ton recul et de ta technicité pour pouvoir faire des interprétations par la suite des résultats que tu obtiens pour savoir est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est intelligible, est-ce que c'est intelligent, ou est-ce que c'est ton logiciel qui s'est planté et c'est une erreur de calcul, c'est du bruit, quoi, tu vois. Donc évidemment il y a toujours besoin d'une analyse de quelqu'un, de technique, etc. Mais c'est vrai que il y a déjà eu un premier, on va dire, pas une dégradation, mais une première déjà différence, décalage entre ce qu'on fait à l'école et ce qui se fait réellement en entreprise. Et après, en fait, ça a été un peu le fait de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, en fait? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi, ça y est, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire là toute ma vie? Et je pense que progressivement, la réponse a été un peu non, pas vraiment. Et c'est au bout de combien d'années d'expérience que tu commences à te poser cette question?
Parce que tu as Ouais. ton diplôme en 2017, tu commences à travailler. Ça vient au bout de 3 ans, 4 ans. Franchement, ouais, je pense que ça arrive quand même assez rapidement. Ça arrive déjà en 2-3 ans. Je commence déjà à me poser des questions, je pense. Et, avec du recul, je le sais, je me le dis. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on monte une initiative avec mon cousin. On crée un podcast, on fait des interviews, etc. On développe une activité, un hobby, on va dire, familial. Ouais, c'est pour ça qu'elle est à l'aise. Voilà. si elle est très à l'aise, parce qu'elle a l'habitude. Non, mais faut dire que tu vois, je sais que, en fait, avec du recul, enfin, tu m'aurais posé la question il y a 1 an, 2 ans, je t'aurais pas donné cette réponse. Mais je pense que c'était déjà un peu des signes que, en fait, j'avais besoin de m'épanouir intellectuellement autre part, quoi. Tu vois. Et puis le Covid arrive, un peu comme tout le monde, la France rentre en confinement. Et voilà, le confinement, tu te retrouves devant chez toi. Moi, je me rappelle, j'étais chez mes parents et tout, j'avais mon lit là, mon bureau était devant, tu sais, je me levais, j'étais devant mon bureau. Je me rappelle la première semaine ou le premier mois, je sais plus, c'était première semaine ou le premier mois, je faisais quand même l'effort de me lever, de prendre ma douche, de m'habiller, vraiment comme si je sortais. Comme si tu sortais. Voilà, pour me mettre en condition, et je venais, je m'asseyais devant mon bureau. Bon. À un moment donné, quand j'en ai vu que le confinement allait durer vraiment longtemps, je pense que voilà, ça a reculé progressivement. Je pense qu'on a été nombreux à faire Voilà. ça. Je te dis, oui, il faut que je mette dans les conditions, bon salarié, tout ça. Et C'est après, ça. Et à la après, limite, c'est avec le pyjama, tu commences à faire ton télétravail. Tu changes juste le haut c'est ça. et le bas. Et tu fais ton Donc en fait, c'est un peu tout ça, toutes ces phases-là où tu te poses des questions, où tu te dis... mais c'est quoi, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans des questions très philosophiques de c'est quoi le sens de la vie, etc. Mais je te dis, mais en fait, parce que mine de rien, tu passes quand même énormément de temps au boulot. Et je te dis, bon, c'est ça quoi, c'est ça le bail quoi. Ce sera d'aller manger le midi, de parler de ces sujets-là, reparler des mêmes sujets techniques. Enfin, il y avait une certaine répétition qui commençait un peu à me déranger quoi. Voilà. Donc, Covid arrive, Oui. Les questions s'accentuent. À quel moment est-ce que tu sens que ça devient pressant pour toi de trouver des solutions pour sortir de cette phase de questionnement? Ouais, mais je pense que c'est pendant le Covid, hein, parce que pendant le Covid, j'avais envie déjà, de changer de poste. Ça, je l'avais déjà mentionné à mon manager à l'époque, hein, de dire que j'avais envie de changer de poste, j'avais envie de voir autre chose, parce que j'étais sur les mêmes sujets, les mêmes trucs, les mêmes répétitions, et voilà, ça ne me convenait plus. Donc il y avait vraiment ce travail de sur quoi est-ce qu'on va me positionner en mobilité interne. Je sais aussi que j'étais... en fait, moi, personnellement, hein, je sais que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je suis en mode recherche. C'est-à-dire, je suis en mode qu'est-ce qui existe, etc. Et tu vois, ça va être de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres entreprises. Ça va être qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres secteurs. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je postulais même pour faire du conseil en stratégie, tu vois, donc complètement différent de l'ingénierie. Je regardais ce qui se passait dans d'autres industries, etc. Parce que, en fait, c'était un peu ce truc-là où je me disais, mon cerveau demande à être nourri autrement, quoi. Je veux voir autre chose, quitte à me mettre complètement en difficulté, mais j'ai envie de voir autre chose, quoi, tu vois. Et donc, j'ai une première réponse, hein, parce que, effectivement, je change de boulot en interne. Je fais donc une mobilité en interne et je change de poste. Et pareil, là-bas, je suis très bien accueillie, une équipe hyper chouette. Différente, parce qu'on était moins sur un profil de jeunes sortis d'école, etc. Donc on était sur une dynamique qui était différente parce que c'était plus des parents, voilà, un peu plus posés, etc. Mais l'équipe au top, quoi. Pareil, ma manager à l'époque, elle l'est d'ailleurs toujours très 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 chouette. Mais c'est vrai que donc les tâches à faire, elles sont cool. Et comme sur tout poste, hein, tu as toujours une phase où tu montes en compétence là-dessus, où tu es très stimulé, parce que du coup tu découvres, parce que du coup il faut te mettre... tu mets les mains dans le cambouis, donc il faut que tu t'appropries un peu tout, hein, tout un univers, etc. Donc c'est très excitant intellectuellement parlant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux très rapidement retomber un peu dans cette phase où ça y est, j'ai appris. Ou bien, pas que tu es expert, hein, mais tu as fait 80% du truc et ça y est, tu te dis, bon, ok.
next, quoi, pour le coup. D'accord. Et ça arrive au bout de combien de temps? Franchement, je pense que pour le deuxième poste, c'est arrivé beaucoup plus rapide. Avec du recul, je pense que c'est arrivé encore plus rapidement. Encore plus rapidement. Ouais. Avec du recul, je ne verbalisais pas, ou bien je ne le ressentais pas comme ça, je pense, sur le moment. Mais aujourd'hui, avec du recul, je pense que ça a dû arriver 9 mois, 1 an après que j'ai démarré le nouveau poste, quoi. De me remettre dans ce questionnement de c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain move, quoi, tu vois. Est-ce que c'était pas des signaux, justement, ça a été, je pense que ça a été des signaux aussi qui montraient que, en fait, l'ingénierie, il fallait que tu sortes vraiment de l'ingénierie, en fait, oui, possiblement, parce que, ouais, et peut-être sortir même des grands groupes, hein. Peut-être que rien ne me dit que si j'avais fait de l'ingénierie dans une start-up, peut-être que ça aurait été différent, tu vois. Mais peut-être que c'était aussi sortir un peu de ce truc très policier où tu fais un truc matin, midi, soir, et... certes, tu peux être force de proposition, mais c'est toujours très cadré, très... Et je me suis rendu compte avec du recul, avec maintenant mon expérience actuelle, que je suis quelqu'un qui a besoin de flexibilité, qui a besoin de faire plein de trucs différents, qui a besoin... parce que tu te nourris en fait intellectuellement. Voilà. On n'a pas tous besoin de ça, mais je sais que moi aujourd'hui j'en ai besoin, quoi. Voilà. Non, c'est pour ça que c'est important de se connaître aussi. Et ça vient pas comme ça d'un claquement de doigts, c'est à force d'expérience, à force de tester des choses, tu vois quelles sont tes appétences, par quoi est-ce que tu es attiré, et ça te permet de te redéfinir petit à petit. Tout à fait. D'accord. Et du coup, quand tu te rends compte, au bout de 9 mois dans ton nouveau poste, que ça ne va pas, est-ce que tu en parles à ta hiérarchie ou comment est-ce que tu vas faire par la suite? Bah, en fait, tu vois, les 9 mois que j'ai identifiés aujourd'hui, à l'époque, je pense que je les identifie pas, en fait. Enfin, ça, c'est quelque chose que je fais a posteriori, avec du recul, tu vois. Mais à ce moment-là, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et comme je te disais, l'équipe était hyper chouette, donc je me pose pas plus de... Enfin, il y a ce petit truc qui est dérangeant, mais c'est un peu comme je dis, ok, bah du coup, je vais peut-être plus voyager, je vais peut-être voir plus mes potes, machin, et du coup, ça va passer, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que je pense que ce qui me met sur la trajectoire de ce que je fais aujourd'hui, c'est, comme pour beaucoup de choses, une rencontre, tu vois. Le fait de rencontrer quelqu'un qui t'ouvre à un univers que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant, ou qui, même si tu le connaissais, ou bien qui enlève un voile sur quelque chose que tu as peut-être déjà vu, et qui t'ouvre de nouvelles perspectives. Et moi, ça a été mon cas, quoi, tu vois. D'accord. Et ça arrive comment? Ben, ça arrive de manière complètement fortuite à un mariage, voilà. Ok. Comme quoi, il faut sortir de chez vous. Oui, un mariage, d'accord. Donc, à un mariage d'un pote, et à ce mariage-là, tu sais... à l'occasion des photos, tu vois, les photos de groupe, etc. Donc moi je suis avec un groupe et puis je vois de loin un autre groupe, en l'occurrence un couple. Ils ont l'air sympas, etc. Mais ils sont un peu de leur côté, etc. Donc du coup, en fait, j'essaie un peu de faire le lien avec eux pour qu'on fasse un peu, qu'on soit tous ensemble parce que c'est plus fun quand on est tous ensemble. Vrai. Voilà. Donc en fait, on passe une excellente soirée, une excellente après-midi et puis une excellente soirée en leur compagnie. Et on se rend compte qu'on est tous, on vient tous de régions parisiennes et on se dit, bah, on échange nos numéros à l'occasion, ça sera intéressant de se refaire des soirées comme ça à Paris, voilà, parce que c'était bien cool, quoi, de discuter avec vous. Et on n'avait pas du tout parlé de boulot. Et long story short, du coup, par la suite, le gars du coup qui est conseiller en création, qui tient lui aussi un cabinet en gestion de patrimoine, me recontacte, etc. C'est comme ça qu'on reprend contact, on rediscute, etc. Et il se trouve que l'une des choses que je m'étais dit que je m'étais juré de faire aussi, c'était que je m'étais promis d'investir cette année-là. Parce que quand je faisais un peu le bilan, pareil, de mes années de travail, je voyais déjà, ça faisait 4-5 ans déjà que je travaillais et j'avais encore rien fait, encore vraiment autour des investissements. Et quand je dis investir, c'est vraiment par envie d'investir, parce que je vois beaucoup de gens autour qui disent « Ah, j'ai investi, ah, j'ai acheté un appart, ah, j'ai fait ça, ah, j'ai fait ça ». C'est vrai que moi, j'avais fait des choses de mon côté, parce que je m'étais un peu renseignée sur Internet, j'avais ouvert une assurance vie à l'époque en ligne.
Mais je me dis, ça y est, moi aussi je vais acheter mon appart en fait. Tout le monde parle d'acheter des apparts, etc. Et puis c'était à l'époque où l'argent était gratuit, t'avais des youtubeurs qui te disaient venez, vous serez rentier, nanana. Mais moi aussi, moi aussi l'argent était gratuit. Ah, malheureusement, les taux d'intérêt sont remontés, malheureusement. Mais tu vois, il y avait cette mouvance-là, tu vois. Et sans savoir pourquoi je voulais investir, ce qui n'est pas bien. Maintenant, avec du recul, je sais qu'il faut avoir un projet, etc. Je me disais, mais moi aussi, j'ai envie d'acheter un appart, etc., etc. Donc, je me suis dit, en 2022, ça va être l'année où je serai propriétaire, tu vois. Et fidèle à moi-même, hein, j'avais cassé mon CPF, j'avais acheté des formations, mais force est de constater que j'avais quand même pas... Enfin, j'arrivais pas à passer à l'action, à franchir le pas toute seule. Et vraiment, ce que je dis, vraiment, concours de circonstances, je me rends compte du coup que lui, il est conseiller en gestion de patrimoine, que c'est son boulot d'accompagner des gens dans leur démarche d'investissement, etc. Et donc, avec beaucoup de pédagogie, et c'est pour ça que j'aime aujourd'hui le métier que je fais, c'est parce que il y a d'abord un aspect de sensibilisation et de pédagogie. En fait, il m'ouvre les yeux finalement à des choses que j'avais pas encore observées jusqu'à aujourd'hui, que j'avais pas encore découvertes. Et c'est comme ça du coup qu'il m'accompagne dans mes propres investissements. Des choses comme quoi, par exemple? Tout con, mais le fait de commencer à investir le plus tôt possible, même si c'est avec 50 euros. Enfin, juste parce que tu vois, tu as une mécanique d'intérêt composé qui t'est présentée, tu te dis, ah mince, en fait, c'est ça la mécanique derrière. C'est pas juste investir, pour être dans la hype. C'est juste parce que voilà, il y a cette mécanique-là qui peut se mettre en place, tu vois. Ou bien de dire, j'ai n'importe quoi. On est tous actifs, à un moment donné on va prendre notre retraite, est-ce que tu sais que tu perds 50% de ton revenu à la retraite et que du coup il faut que tu mettes les choses en place pour anticiper ce déficit là, tu vois, toutes ces petites choses là où en fait en réalité à cette période de ma vie je m'étais jamais posé ces questions là quoi. Et je pense que sans l'avoir rencontré, ces questions là seraient, je suis pas en train de dire que je me serais jamais posé ces questions, mais je me serais peut-être posé ces questions un peu plus tard à un moment donné, tu vois. Donc il m'ouvre à ça, il m'invite à des événements. Enfin, je veux dire, je découvre vraiment littéralement un autre univers, quoi, pour le coup. Et c'est pour ça que je pense que tout ce qui est réseau, rencontres, etc., je dis souvent à mes frères, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux gens, parce que on sait jamais. Tu sais jamais quels sont les parcours de vie des uns et des autres. Et tu sais jamais, en fait... comment ta propre vie peut changer au contact des autres, quoi. Si. Et donc quand tu fais cette rencontre qui change tout, qui t'ouvre l'esprit sur un nouvel horizon, comment est-ce que va se faire, enfin qu'est-ce qui se passe ensuite, parce que entre temps tu es toujours salarié. Tout à fait. Donc ça va être quoi la transition entre cet univers-là qui s'offre à toi et ton emploi de salarié. Alors, effectivement, enfin, au début, c'est beaucoup déjà à titre perso, hein, enfin, j'investis déjà pour moi, etc. Comme je te disais, je me fais accompagner par ce gestionnaire de patrimoine. Et effectivement, quand je décide d'en faire pour moi aussi une opportunité professionnelle, effectivement, je décide d'abord de tester. Comment est-ce que tu en arrives là à te dire ouais, au fait, ça, j'ai envie de tester. Parce que j'ai envie de tester. Ça vient comme ça du jour au lendemain. Parce que je me dis pourquoi pas, en fait. Et ça a toujours été un peu ça, ce qui m'a drivé, c'est genre pourquoi pas, en fait. J'ai du temps. Pourquoi pas. Oui, mais comment ça arrive? Parce que tu vois, l'idée, c'est qu'une personne qui est dans cette situation-là, de questionnement, mon salariat, ça va pas trop. Je pose des questions. Comment est-ce que tu en arrives? Qu'est-ce qui t'attire au-delà d'investir pour toi? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans qui fait que tu commences à te dire petit à petit, ah ouais, au fait, la gestion du patrimoine, c'est pas mal, on va tester. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui m'attire? Je pense que déjà, c'est le groupe qui le fait, tu vois, la personne le conseiller en création de gestion patrimoine qui m'accompagne, le groupe d'entrepreneurs auquel il m'introduit, l'environnement dans lequel il évolue, les événements auxquels il participe et auxquels il m'invite et auxquels je participe moi aussi. Parce que tu lui avais dit que tu nourrissais des réflexions pour qu'il en arrive à l'idée de dire je t'invite. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Effectivement, quand tu discutes, et c'est ça en fait, quand tu rencontres quelqu'un dans le cadre de la gestion de patrimoine, la première chose c'est déjà de t'intéresser à sa vie, tu vois, et de savoir voilà si elle veut investir, il ou elle veut investir, dans quel horizon, dans quel but, etc. Donc
par défaut, tu t'intéresses d'abord à la vie de la personne, tu vois. Parce qu'il y a cette relation de confiance qui, de facto, s'installe pour que tu puisses être un bon conseiller sur ses finances, quoi. Et donc, effectivement, il a été un très bon conseiller pour moi parce que, du coup, je pense qu'il a, dans nos discussions, il a compris, effectivement, que, certes, j'avais envie d'acheter ce fameux appartement, mais... de manière plus générale, j'étais peut-être dans une phase où je me cherchais aussi professionnellement, quoi, tu vois. Et donc, je pense qu'il a aussi vite vu, peut-être même aussi par effet miroir de lui-même, parce que c'était lui aussi, il avait été conseiller enfin, il avait été aussi ingénieur, il avait aussi fait la ville de Toulouse comme moi, et donc je voyais aussi, tu vois, j'arrivais à me voir aussi en lui, et je voyais que finalement... avoir ce background d'ingénieur n'était pas forcément pénalisant parce que pour le coup il était complètement en réussite dans son boulot de conseiller en création et gestion de patrimoine, tu vois. Et donc c'est pour ça que je disais finalement pourquoi pas moi, enfin si lui il l'a fait pourquoi pas moi. L'environnement était hyper chouette, comme je te disais en introduction, moi c'est l'environnement, l'énergie, c'est quelque chose qui moi je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi, et il se trouve en l'occurrence que son environnement était très positif, très moteur, et puis très clairement il y avait l'attrait de la nouveauté aussi. Moi la nouveauté c'est c'est ce que tu recherchais. Voilà, c'est ce que je recherchais aussi. Et ce truc un peu de on a la niaque, quoi, on y va et on crée quelque chose vraiment de zéro à la force de ses bras, quoi. L'avantage, je vais pas dire avantage parce que c'est pas forcément un avantage, mais la particularité quand tu lances ta boîte, c'est que c'est toi qui fais tout. Tu vois, une journée ne se ressemble pas, les journées ne se ressemblent pas. Donc en fait, tu es autant dans la recherche de nouveaux clients que dans peaufiner comment est-ce que tu vas présenter ton offre, l'accompagnement, participer aux événements. Bref, il y a tout un tas de choses qui fait que finalement, tu n'es pas forcément dans une espèce de monotonie que tu peux parfois avoir, quoi. Voilà. Donc c'était un peu ça. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain par contre, hein, pour le coup. Il y a eu tout un cheminement. Et puis ce qui est cool en fait, c'est que quand tu décides de creuser un peu cet univers un peu d'entrepreneuriat, ça te ramène un peu à toi et à tes aspirations profondes, à ce que tu as envie de faire, au pourquoi des choses, à ce qui est important pour toi, etc. Chose que tu ne fais pas forcément beaucoup, enfin dans mon cas en tout cas, quand tu es dans un certain confort, bien au chaud, etc. quoi, tu vois. Et donc, quand tu pousses un peu, tu te dis, ok, d'accord, c'est quoi mon grand projet, c'est quoi le truc que j'ai envie de faire, en réalité, qu'est-ce qui me donne vraiment beaucoup de joie, pourquoi, tu vois, même à la question de pourquoi est-ce que je suis sur Terre, quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et donc, en fait, chemin faisant, c'est un peu des petites portes qui s'ouvrent un peu les unes après les autres, etc. Et en fait, tu te retrouves bien naviguer dans cet univers-là, quoi. Voilà. Et ouais, c'est top. Là, on comprend mieux, tu vois, on comprend mieux cette phase de découverte de ce métier-là. Ouais. Et je reviens sur ma question. Ok, revenons. Comment est-ce que tu vas quitter le salariat pour officiellement attaquer cette activité? L'activité. Alors moi, comme je te disais, donc, je l'ai fait de manière transitoire. Hein. J'ai d'abord commencé en regardant, il m'avait invité, etc. Je l'ai testé aussi, on va dire, à petite échelle, avec mes potes, etc., etc. Et puis voilà, quand j'ai eu cette certitude que ça y est, ça me plaît, etc., il y a eu la question de quitter du coup son emploi. Voilà. Moi j'en avais parlé à ma chef en disant, à mon manager de l'époque, en disant que voilà, je commençais à tourner en rond dans ce que je faisais et j'avais découvert pendant cet univers et j'avais envie, voilà, de me mettre à 100% là-dessus et quitter du coup mon boulot. Elle a été très réceptive, hein. C'est pour ça que je te disais, franchement je garde vraiment de très bons souvenirs et de très bons échanges avec eux. Très réceptive. J'aurais même d'abord d'ailleurs suggéré de faire un bilan de compétences. Bilan de compétences que j'avais du coup valorisé au titre de ma formation la dernière année dans mon entreprise. De très bons conseils, de tester, etc., etc. Et puis, de manière administrative, pratico-pratique, moi, ce que je voulais, parce que j'avais découvert que ça existait, je voulais une rupture conventionnelle. Je savais. Je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas toutes ces choses-là, donc je voulais une rupture conventionnelle parce que j'avais compris que
c'était beaucoup plus simple parce que du coup ça te permettait d'avoir de débloquer tes droits au chômage, etc. De l'argent que tu as techniquement déjà cotisé toi-même. Donc ce n'est qu'une juste redistribution pour le coup. Précision de taille. Voilà. Non, parce que souvent on t'indexe en disant oui, tu profites de l'argent du système, alors que pas du tout. Non, c'est des tes propres cotisations. Exactement. Que tu perçois. Que j'ai mises dans le panier commun et que je voulais récupérer. Petite parenthèse. Donc j'ai voulu cette rupture conventionnelle et mon management était d'ailleurs favorable. Génial. Et il m'avait même dit mais t'inquiète, moi mes managers m'avaient dit il n'y a pas de souci, rupture conventionnelle, etc. Et comme dans beaucoup d'histoires, ça s'est gâté au niveau des ressources humaines, voilà, où j'ai eu un non catégorique et catégorique. Je n'aurais pas d'autres qualificatifs catégoriques que de mes RH qui m'ont dit que je n'aurais pas de rupture conventionnelle et que ça ne se faisait pas la rupture conventionnelle et que si je voulais partir, je n'ai qu'à démissionner. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'avait pas trop plu. Voilà. Tu t'en doutes bien, évidemment, c'est humain. Voilà. Un peu déçu. Voilà, un peu déçu de cette réponse des ressources humaines, ma foi. J'ai envie de dire, chacun joue un peu le rôle. J'ai pas envie d'indexer la RH parce que je me dis que c'est aussi une politique peut-être d'entreprise, etc. Oui, mais après, aucune entreprise va te déplier le tapis rouge pour dire oui, on te laisse partir et on paye derrière parce que l'entreprise aussi paye des frais. Donc ça se comprend. Mais il y a toujours moyen quand même, tu vois, de l'obtenir. De l'obtenir. Écoute, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été ton cas. Ok, j'ai rapidement souri en me disant oui, mais non, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas. Et par contre, en faisant des recherches, je suis tombée sur le dispositif d'émission pour création d'entreprise. Voilà. Et auquel j'étais éligible parce que ça faisait déjà plus de 5 ans que je travaillais en CDI. Et donc j'ai décidé de monter un dossier avec l'APEC. Voilà. Donc tips, renseignez-vous toujours, il y a toujours des choses à faire. Voilà. Non, c'est bien que tu mettes le focus là-dessus parce que j'allais le dire, il faut toujours explorer toutes les options. Tu vois, parce qu'il y a toujours... Et bien étudier les conditions. Ouais. Parce que tu vois, dans mon cas, j'avais pas pu bénéficier du dispositif. Parfois, c'est démission, reconversion aussi, je sais pas. Ouais. Parce que, soi-disant, pendant les 5 ans de travail, faut pas avoir pris plus de 48 heures de congé. De quelque chose, exactement, ouais. Je suis tombée des nues, je me suis dit, mais c'est dingue. Pendant 5 ans, tu travailles. Et j'avais pris 2 semaines de congé entre deux entreprises. Voilà, bah oui. Et en plus, je suis tombée malade pendant 1 semaine. Donc, bref, c'est une parenthèse. Ça va marcher du coup, faites vraiment attention à toutes les conditions. Parce que, Et c'est vrai que moi, ça avait été mon cas. J'étais éligible parce que le changement de poste que j'avais fait, c'était en interne, c'était une mobilité interne. Donc, en fait, techniquement, il n'y avait pas de période de pause, pour le coup. Non, ça, mais c'est vrai que ça a été ma porte de sortie, pour le coup. Parce que du coup j'étais éligible à ce dispositif-là, donc je me suis fait accompagner par l'APEC qui m'a aidé à monter un dossier très sérieux, l'étude de marché, modèle de rémunération, etc. Et tu fais un dossier que tu soumets au niveau régional et ensuite tu as une réponse sous les 2 mois qui te disent oui ou non on t'accompagne. Et donc en l'occurrence j'avais à ce moment-là une réponse favorable et c'est comme ça que j'ai du coup pu démissionner pour mes démissions légitimes. Pour création d'entreprise. Voilà. Ok, bravo. Maintenant, et les parents autour, comment est-ce qu'ils prennent la nouvelle quand tu leur dis moi je veux mettre un trait sur l'ingénierie. Je déchire mon diplôme. L'ingénierie pour aller... Parce que souvent aussi, ils ont peur, ils se disent, mais dans quoi est-ce qu'elle veut se lancer? L'entrepreneuriat, c'est pas garanti. Tout ça. Donc, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ça, ton entourage? Franchement, mon entourage proche, donc c'est-à-dire mes parents, ma famille même, de manière générale, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais qu'il y a beaucoup, c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai eu des gens formidables autour de moi, évidemment, qui m'ont posé des questions, qui m'ont challengé, qui m'ont dit tu es sûr que c'est la bonne décision, tu es sûr, parce que le contexte n'est jamais favorable de toute manière. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que vraiment tu as envie, comme tu l'as dit, de mettre une croix sur cette carrière que tu avais démarrée, sur ce diplôme que tu as pris, que tu as mis
énormément d'ardeur à obtenir. Est-ce que voilà, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, etc. Donc j'ai été questionnée, mais pour le coup, ils m'ont toujours soutenue, quoi. Tu vois. Je retiens toujours une phrase de mon père qui me dit de toute manière on te suit, on t'a toujours, enfin, c'est toi qui nous dis ce que tu as envie de faire, c'est toi qui nous dis ce que tu as envie de, enfin bref, on te suit, quoi, voilà. Ouais, Et il y a une confiance, voilà. Ouais. Mes parents, il y a toujours eu une confiance de dire voilà, on sait que si tu dis quelque chose, il y a forcément une réflexion qui a été faite en amont. Et donc si c'est ça, bah, écoute, on y va, on est à fond derrière toi, quoi. Et ça a été le cas pour franchement toute ma famille, hein. J'ai pas eu des freins, ils ont toujours été très... et ils m'ont même soutenu aussi dans le démarrage, etc. Franchement, j'ai une famille vraiment en or, hein. Mais c'est vrai que même au-delà de l'entourage, c'est déjà même des questions personnelles, hein, de se dire on y va ou on n'y va pas, quoi, pour le coup, tu vois. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et puis à l'époque, quand je changeais de boulot aussi, enfin, je faisais cette transition-là, on venait de se marier, voilà, tu vois, et on n'avait pas d'enfant. Et la question de se dire, est-ce qu'on attend d'abord d'avoir un enfant parce que tu as la sécurité du CDI et un salaire qui tombe tous les mois, etc. C'est peut-être plus simple avec le congé maternité, etc. pour avoir un enfant, et notamment le premier enfant. Est-ce que c'est pas mieux, etc. Tu vois, la question s'est posée. Mais franchement, non. Non, t'avais pas la patience. Voilà, j'avoue que j'avais pas la patience. Ouais. Et après, on trouve toujours des solutions. Oui. Ouais, on trouve toujours des solutions. Ouais. Mais pour le coup, franchement, j'ai eu un entourage chouette. Et c'est pour ça que c'est important. Et je pense notamment dans l'entrepreneuriat d'avoir... c'est pas forcément obligé d'être 10 personnes ou 15 personnes ou 30 personnes ou qu'importe, quoi, tu vois. Mais ça, je pense c'est vraiment d'avoir un cercle proche comme ça qui te soutient, quoi, tu vois. Peut-être que ce cercle, à un moment donné, ça ne représente que 2 personnes, peut-être. Oui. Mais avoir effectivement ces personnes-là sur qui tu peux compter et qui vont t'encourager surtout, même dans les périodes compliquées, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette, quoi, pour le coup. Ouais. D'accord. Donc l'entourage réagit bien. Ma famille, en tout cas. Et puis ils m'ont vu aussi évoluer, hein, entre-temps, hein. Ils m'ont vu quand j'ai acheté ce fameux appartement, ils m'ont vu m'intéresser de plus près à ces thématiques d'investissement. Donc ils sont pas surpris plus que ça. Ils me connaissent un peu aussi. Voilà. Et puis ils me connaissent aussi un peu dynamique, etc. Donc ils sont pas... Je pense pas qu'ils soient spécialement surpris. Voilà. Même si on est toujours surpris quand on dit je claque tout et je passe à autre chose. Mais ouais, moi j'ai été très chanceuse par rapport à mon entourage, pour le coup. Ouais, c'est super. Ouais. Du coup, tout ce que tu as traversé jusqu'à ce que tu prends la décision de te lancer dans ton activité, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'il faut, je pense vraiment, que l'une des belles leçons, c'est qu'il faut... il faut pas se fermer à la découverte, pour moi. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir être curieux, quoi, tu vois. De dire, même si de prime abord, ce truc, ça ne me parle pas, au moins, je regarde pour être sûr que ça me plaît pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette curiosité-là. Je pense que, surtout quand on est dans une phase où on se pose plein de questions sur sa vie pro, sur sa vie perso, etc., la pire des erreurs, ce que moi j'ai remarqué, hein, c'est de rester dans l'immobilisme. C'est de rester figé là où on est et de croire que la solution va tomber du ciel. Parce que quand on reste figé, c'est ce qu'on pense faire, en fait. C'est quand on se dit on va avoir un signe, il va y avoir un indice, quelque chose qui va nous tomber du ciel et qui va nous donner une direction à suivre. Alors que non. Ça, franchement, je peux le dire. C'est que quand il y a un questionnement, quelque chose qui n'est pas clair, c'est dans l'action que les choses se clarifient. Tu vois. C'est parce que tu vas tester X choses que tu vas potentiellement avoir l'idée que tu attendais, tu vois. Mais c'est parce que tu t'es vraiment mis en mouvement. Vraiment, s'il y a vraiment un des trucs, c'est vraiment ça, c'est que c'est l'action qui clarifie les idées. Si à un moment donné, je suis dans une brume, c'est pas clair pour moi, je sais pas par où cheminer, etc. Mais au moins, faire une action, ça te permet soit de te dire ok, c'est là où je vais continuer, ou ça te permet au moins d'éliminer une voie et de dire en fait non, c'était pas ça et c'est d'autres voies, mais au moins tu auras eu cet aspect de clarté là, quoi, pour le coup, tu vois. Totalement.
C'est pour moi une des leçons fondamentales. Et, et parfois on se dit, mais on n'a pas envie de perdre du temps ou on n'a pas envie de perdre de l'argent, etc. En réalité, c'est des ressources. Parfois, tu te dis, je vais pas mettre cet argent-là pour aller participer à ce truc-là. Parce que je me dis que cet argent, en fait, déjà, j'ai pas assez d'argent. Nanana. Mais en fait, à un moment donné, il faut investir sur soi, quoi, tu vois. Et l'une des choses, c'est qu'il faut pas avoir peur d'investir sur soi. Il faut pas avoir peur d'acheter des livres, de faire des voyages pour sortir, de participer à des événements pour même s'ils ont l'air ésotériques sur le papier, mais d'y participer. Enfin, parce que c'est ça en fait, c'est des petites choses comme ça qui te met en contact avec d'autres univers, avec d'autres personnes, et qui permet, à mon sens, de clarifier davantage là où tu as envie d'aller, quoi. Ouais. Moi je dirais ça. Et d'oser, évidemment, oser, parce que techniquement, tant qu'on n'a encore rien fait, tant qu'on n'a pas encore osé faire quelque chose, techniquement, le non, on l'a déjà. Voilà. Le non, on l'a déjà. Le fait d'oser, ça permet justement de potentiellement transformer un non en oui. Mais techniquement, le non, tu l'as déjà en fait. Donc ne pas oser, en réalité, c'est ne rien faire. Et ne rien faire, c'est ne pas trouver une solution à son problème. Ah, c'est tellement excellent. Je partage totalement ce que tu as dit, donc j'ai même pas de commentaires, j'ai même pas de choses à rajouter. C'est totalement ce que je pense. Et du coup, je pense que une personne qui vit la même situation, cette phase de questionnement, qui ne sait plus où est-ce qu'elle en est dans sa vie professionnelle, elle va bénéficier des leçons que tu as tirées. Mais si tu devais t'adresser exactement à elle, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, franchement, je lui dirais de tester le prochain truc qui lui vient sous la main. Je lui demande pas de démissionne pas, hein, ne fais surtout pas ça. Mais de se dire, pourquoi pas ce truc qui te paraît si lointain de toi, en réalité, tu vois. Parce que même si parfois quand on est en questionnement, parfois il y a des perches comme ça que la vie te tend, et tu dis non. Et si je te disais juste, je vais juste dire oui, tu vois. Sans, même si ça me met inconfortable, même si ça me met en difficulté, etc. Juste, peut-être que je me dis, à la prochaine sollicitation, je vais dire oui. La prochaine participation à un événement, je vais dire oui. À la prochaine balade, je vais dire oui. Au prochain dîner familial, même si j'avais pas envie d'y aller, je vais dire oui. Au prochain job dating, je vais dire oui. Parce que peut-être qu'en disant oui, en allant à ce dîner familial-là, le jour où tu vas te mettre en route pour aller à ce dîner familial-là, qu'est-ce qui te dit pas que sur le chemin, tu vas rencontrer une opportunité qui peut changer ta vie, ta trajectoire professionnelle, quoi, tu vois. C'est pas forcément le truc, la destination qui compte, mais c'est tout le chemin, en fait, tu vois. Et de se dire, en fait, parfois tu dis oui, et j'ai envie comme toi aujourd'hui, tu fais un truc qui est incroyable, tu dis, je monte mon podcast. Mais chemin faisant, le podcast, ok, c'est la destination peut-être semi-finale, mais toutes les personnes que tu as rencontrées dans le fait de monter un décor, t'équiper, les sujets, comment rencontrer des gens, etc. Ça t'a mis certainement sur des sentiers que tu n'aurais pas forcément identifiés au départ, quoi, tu vois. Totalement. Et qui peuvent même parfois être des réponses à des questions auxquelles tu cherches des réponses depuis longtemps, tu vois. Donc c'est le fait de dire oui, et vous prolonger, de se mettre en mouvement et ne pas dire non. En fait, le non, c'est le piège. En fait, parfois on se dit non, parce qu'on dit non, mais je me connais, etc. Je vais dire non, etc. Mais en fait, non, en fait. Le non, c'est une protection et qui, pour le coup, a la mauvaise habitude de t'emmurer et de te laisser fixe, quoi, immobile. Après, effectivement, si on vous donne du poison, il faut dire non. On s'entend bien. Mais je pense que tes auditeurs ont compris l'esprit de ce que je voulais dire. Donc, de sortir de cette zone de confort et juste de dire oui à des propositions qui te sont faites, même si elles ont l'air très éloignées de ce que tu fais au quotidien. Tu sais pas, en fait. Juste dis oui. Fais un challenge de dire je dis oui à toutes les propositions pendant une semaine. Et tu vois ce qui en sort, on sait jamais. Si, merci. On t'y va à la fin du podcast.
Mais j'ai bien envie qu'on sache comment ça se passe aujourd'hui pour toi. Parce que tu as fait cette transition, tu t'es lancé dans ce nouveau domaine. On a envie de savoir est-ce que ça va, comment est-ce que tu t'y sens, est-ce que tu t'y plais. C'est quoi tes perspectives derrière? Ouais. Oh, mais moi, je kiffe. Je kiffe. Alors, quand je dis que je kiffe, c'est pas pour dire que c'est toujours simple au quotidien. Je pense que tu as dû recevoir plein d'entrepreneurs ici. Il n'y en a pas un qui te dit finger in the nose, t'inquiète, toi, tu en es une. Donc, j'en ai pas reçu des tonnes, mais voilà. de ceux que j'ai côtoyés, voilà. c'est pas évident. Donc non, j'adore, je kiffe parce que, je pensais pas autant l'apprécier, mais j'apprécie énormément la flexibilité que j'ai aujourd'hui. Le fait de pouvoir gérer mon agenda, de pouvoir... Et puis je suis dans un métier où on est c'est du conseil, donc on est en face de clients au jour le jour. La possibilité de travailler avec des personnes que l'on souhaite aussi, que l'on choisit. Ça c'est hyper chouette, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le fait de gagner de l'argent à la sueur de son franc, quoi. Tu vois, de gagner, de se dire que tu n'es pas plafonné dans tes revenus et vraiment de se dire, si je veux être très 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 à l'aise, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Je ne dépends plus d'une grille, d'une politique salariale, d'un groupe, etc. Et d'être vraiment moteur ou bien acteur de cette rémunération-là, quoi, tu vois. Ça, j'aime beaucoup. Rencontrer les gens, s'ouvrir aux autres. Et quand tu es entrepreneur, tu as besoin de continuer à te nourrir l'esprit, à continuer à lire, à participer à des conférences, à monter en compétence sur tous ces sujets d'acquisition client, etc. Bref, les sujets sont hyper variés et j'aime beaucoup. Et la particularité de ce que je fais, c'est qu'on est dans un modèle qui est exclusivement relationnel. Donc ça te permet de construire aussi chemin faisant des relations avec des personnes et de t'enrichir de quoi. Donc j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est top. Ouais. Mais par contre, les gens, ils vont écouter, ils vont se dire, mais c'est quoi un conseiller en gestion de patrimoine? Aïe, aïe, aïe. Tu vois, parce qu'il faut qu'ils puissent te contacter s'ils se disent, ouais, c'est un domaine qui m'intéresse, ou même j'ai envie d'un conseiller, il faut qu'ils sachent ce que le conseiller va leur apporter. Donc, brièvement, si tu peux définir ton métier. Le métier. Alors, le métier, c'est d'accompagner des personnes dans leur prise de décision financière. Tout simplement. C'est, dans notre cas, comment est-ce que l'on va le faire nous en plus, c'est qu'on va apporter un aspect pédagogique de sensibilisation, sensibiliser les gens à l'éducation financière, pas donner de l'information pour l'information, parce que je pense qu'en France aujourd'hui il y a un trop plein d'informations. Maintenant l'idée c'est de trouver la bonne information, mais de les sensibiliser à cela, de les sensibiliser au fait qu'en réalité il n'y a pas besoin d'être riche pour commencer à mettre des choses en place. Les sensibiliser sur le fait que il y a de toute manière des choses qui vont s'imposer à eux, leur retraite. Quand on est jeune, parfois on se dit la retraite c'est dans longtemps, et pourtant c'est quand on est jeune qu'il faut commencer à mettre des choses en place pour sa retraite. Quand on a des enfants, quand on projette d'avoir des enfants, est-ce que tu as mis des choses en place pour leurs études supérieures, parce que ça te coûte de plus en plus cher et les étudiants sont de plus en plus endettés parce que les parents ont de moins en moins anticipé. On parle après, ça c'est encore autre chose, mais tout ce qui est après optimisation fiscale, comment est-ce que je peux utiliser une partie de mes impôts pour me créer davantage de patrimoine. C'est pas de l'évasion fiscale, parce que parfois les gens se disent mais non, mais j'ai pas envie de frauder, etc. Non, c'est des dispositifs légaux mis en place par le gouvernement pour justement favoriser la création de patrimoine individuel, certes, mais aussi faire tourner l'économie réelle, quoi, pour le coup. Donc il va y avoir des dispositifs fiscaux comme ça. Donc l'idée c'est d'accompagner, en plus c'est la période fiscale en ce moment, donc c'est parfait. Et puis des personnes qui veulent acheter leur résidence principale, des personnes qui veulent investir dans l'immobilier comme moi à l'époque pour se générer un complément de revenus. Donc voilà, c'est de les accompagner dans la construction de ce chemin patrimonial, la construction de leur patrimoine pour répondre à leurs projets de vie, retraite, enfants, kiffer, flexibilité, tour du monde, création d'entreprise. Donc personne physique, personne morale. C'est ce que je fais au quotidien. Voilà. D'accord. Comme je disais, là on arrive à la fin. Ok. Et sur Résonance, on a un rituel de fin aussi. Aussi. Elle fait semblant, elle le sait. Du coup, c'est de te lire le mot de l'invité précédent. Ok. Et pareil, tu te laisseras ton mot avant de partir. Ok, ça marche. Alors, le mot dit ceci. Sache que tu es une belle personne. Dis-toi que chaque difficulté, chaque traversée te permettra d'être plus forte et résiliente. Ok. Vois ça comme un brouillon de ta vie. Que Dieu t'aide à être plus forte,
sache que les bons moments sont là et arrivent. Waouh, c'est très profond ça. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ben, merci beaucoup Allez. à l'invité Ouais. précédent pour ces belles paroles qui m'accompagnent du coup. Ouais, c'est ça. Et merci à toi Florence pour cette belle initiative qu'est le podcast Résonance. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui récupèrent plein de clés et ça demande beaucoup de travail de mettre ça sur pied. Donc merci de le faire avec autant de sourire Écoute, et de grâce. c'est gentil. Et longue vie à Résonance. Et vous, Merci. auditeurs, prenez des clés et si ça résonne, c'est que Florence a fait le bon boulot. Voilà. Et s'il y a besoin d'aller plus loin, vous savez où trouver Florence. Voilà. C'est bien d'avoir des invités qui font la pub comme Bah ça. oui. Tu vois, qui parlent à ma place. C'est vrai. Non, mais c'est très gentil. Et ça me touche, comme tu dis. En fait, ce qui est riche avec ce type de format, c'est que c'est chaque invité qui l'enrichit encore plus avec son histoire, avec sa personne. Et même moi, je trouve ça, au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de boulot derrière, comme tu le dis, je trouve ça tellement génial de découvrir chaque invité sous un angle différent. Et je pense que c'est aussi ça qui me motive à continuer. Je trouve que c'est incroyable. Tu peux connaître une personne, comme nous, là, on se connaît, mais tu vois, là, j'ai encore plus compris ton parcours et ce par quoi tu es passé. Et ça, c'est top. Donc, merci. Merci pour ça. Et est-ce que tu as un dernier mot à adresser, dire au revoir ou une dédicace avant de partir? Avant de partir aux auditeurs, écoutez, la vie est courte, hein, la vie est courte. Et chacun finalement décide de ce à quoi sa vie ressemblera. Voilà. On n'est pas obligé de ressembler, les parcours ne sont pas obligés de se ressembler. Chacun a un appel, chacun a une mission, voilà, une mission de vie. Donc chacun a la responsabilité de la trouver et de la vivre. Donc kiffons quoi, juste prenons plaisir à vivre la vie et prenons plaisir même pendant les périodes de difficulté, parce que c'est ça qui rend, comme disait l'invité, qui te rend un peu plus fort chaque jour. Et voilà, un sourire à la fois, ça va le faire. Madame Sourire. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup, merci Florence. On te souhaite beaucoup de réussite dans ton aventure entrepreneuriale. Merci. Continue d'avoir beaucoup de joie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Thank you very much. Et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu du parcours de Ursule. Est-ce que ça a résonné avec vous? Est-ce que pour ceux et celles qui passent par la même phase de questionnement, est-ce que vous avez eu des clés, des réponses? Et surtout, on espère que ça va vous rendre encore plus résilient, plus patient et courageux dans votre démarche. Et sinon, je vous invite à vous abonner. Et, prenez bien soin de vous. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye! Bye!